la présence de ce génome qui va être efficace au niveau des cellules, avec un stop de l'apoptose et une augmentation de la prolifération cellulaire. Donc cette diapositive que j'ai prise ce matin dans Brain pour vous montrer que c'est hyper compliqué, mais qu'il y a plein de protéines qui vont être surexprimées, et en particulier Hébert. Et Hébert, ça m'intéresse parce que moi, quand je vais faire des diagnostics de tumeurs qui sont par exemple le carcinome nasopharyngé indifférencié, mais ça peut être une tumeur de Hodgkin, peu importe, on va utiliser les mêmes techniques, et là on va aller faire de l'hybridation in situ avec une sonde qui est Hébert. Donc je vous ai dit, Hébert c'est une des protéines comme ça, qui va me montrer qu'il y a bien une infection par EBV, et ça va être un élément diagnostique pour moi, c'est-à-dire qu'il y a parfois deux proliférations qui peuvent se ressembler. Quand c'est EBV, alors je sais que c'est ce type-là de tumeur, et donc on va donner un traitement totalement adapté. Alors les bases moléculaires du cancer, on a vu que ça peut être, et on va voir l'activation d'oncogènes, l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs, l'inactivation de gènes dont les produits régulent la stabilité du génome, la dérégulation de gènes dont les produits régulent l'apoptose, la réactivation de la télomérase et les mécanismes épigénétiques avec des méthylations par exemple. On va le voir doucement et tranquillement ensemble. Proto-oncogènes, ce sont des gènes qui sont impliqués dans la croissance et la différenciation des cellules et l'altération d'un gène. Donc, par exemple, vous avez des facteurs de croissance, des facteurs de surface, des transductions du signal et des facteurs de transcription. Vous avez 5 ans devant vous pour les apprendre, les voir, les revoir et tout ça. Donc, pas de panique, c'est pas ça que je vais vous demander si l'astrocytome, c'est un problème de PDGF bêta. Par contre, sachez bien que la connaissance de toutes ces modifications et l'expression parfois de certains de ces gènes vont nous permettre, nous, de mieux orienter notre thérapeutique. Exemple, vous avez vu que là, on a parlé du récepteur de surface, le proto-oncogène CREB2 dans le cancer du sein. Eh bien, on va trier nos patients, le plus souvent, ou nos patients, qui ont un HER2, et on va dire qu'elles l'expriment, et donc on va leur donner des anticorps anti-Herceptine, donc on va les traiter. Et quand elles sont HER2 négatif, récepteur à l'œstrogène négatif, récepteur à la progestérone négatif, on va considérer qu'elles sont triple négatives. Et dans ces cas-là, le pronostic déjà est bien moins favorable que si jamais elles exprimaient certaines de ces récepteurs. Donc non seulement on va aller chercher parce qu'on va pouvoir targeter ces patientes avec des thérapeutiques particulières, mais en plus, quand il va y avoir une surexpression ou une sous-expression de certaines de ces protéines, eh bien, ça va être des facteurs pronostiques. On peut aller chercher évidemment l'amplification de HER2 dans les carcinomes mammaires. Et là, vous avez des techniques de fiche. D'accord ? Parce que là, vous avez le vert et le rouge qu'on va aller regarder. Et on va regarder s'il y a bien les zones qu'on veut regarder. Activation des oncogènes, il y a deux possibilités avec une modification de la structure du gène et une production d'une oncoprotéine et la modification de l'expression d'une protéine normale. Donc les anti-oncogènes, ce sont des gènes suppresseurs de tumeurs qui sont des gènes impliqués dans l'inhibition de la croissance de cellules et l'inactivation de deux allèles nécessite deux événements. Donc qu'est-ce que c'est que ces gènes suppresseurs de tumeurs? On peut en avoir à la surface des cellules tumorales, on peut en avoir au niveau de la transduction du signal, et on va regarder l'APC qui donne la polypose rectocolite familiale, et vous savez que c'est tellement fréquent et dans certaines familles qu'il faut absolument aller enlever tous les polypes parce qu'ils ont de multiples polypes qui peuvent à un moment donné se transformer, et des protéines nucléaires, et on va parler un peu de la P53. Alors, le côlon normal, on a parlé de l'épithélium malpigien, on peut parler de l'épithélium glandulaire, et vous voyez que de façon générale, on peut avoir des modifications qui apparaissent très tôt au niveau du côlon. Et là, vous avez dans les maladies familiales des altérations au niveau de l'APC qui va jouer très rapidement quelque chose. Ensuite, on est au niveau de la première étape. Il va y avoir des anomalies de méthylation, des inactivations des gènes normaux, et donc on passe dans la seconde étape. Et donc, on va avoir une cancérogénèse qui peut être longue, dont on ne sait pas la chronologie, mais qui pourtant, de façon souvent assez inéluctable, va arriver vers un carcinome infiltrant. Donc il est évident qu'il vaut mieux prévenir le patient qu'il a des modifications, lui dire qu'il est dans un groupe à risque, et d'aller lui enlever des adénomes, des tumeurs bénignes, avant de lui enlever un carcinome. Donc, souvent, ça se passe par des sanctions chirurgicales qui peuvent être très importantes, avec ici un patient pour lequel on a enlevé un morceau du côlon de façon
très importante parce qu'il y a des notions de polypose rectocolite familiale. Et vous voyez déjà que ce patient a plein de polypes qui n'ont pas l'air tous identiques, avec des tailles différentes, avec parfois des dysplasies plus ou moins avancées. Et pourquoi pas, dans celui-là, une zone de carcinome in situ. D'accord ? Donc, il faut absolument aller enlever ou, quand et suivre ces patients de près. La P53, c'est plus de 50% des tumeurs humaines ont des modifications de la P53. Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Li-Fraumeni, où il y a des modifications de la P53 pathologiques qui sont catastrophiques, avec des cancers qui apparaissent à l'âge de l'enfance très tôt, et de multiples cancers chez ces patients. Donc P53, c'est vraiment le gardien du génome. Il est extrêmement important. Il arrête le cycle cellulaire, et donc s'il y a une surexpression et une anomalie de la P53, eh bien, on va vers une prolifération vraiment incontrôlée de la cellule. Il y a les régulateurs de l'apoptose avec une phase d'initiation avec l'induction de l'apoptose, des phases de décision avec une susceptibilité à la mort cellulaire et des phases effectrices. Bien évidemment, quand il y a des modifications et une rupture de la balance entre les différentes protéines impliquées dans l'apoptose, eh bien, on va avoir pas d'apoptose et une survie cellulaire qui entraîne une prolifération tumorale maligne difficilement arrêtable sur le plan du cycle cellulaire. Alors ici, vous voyez un anti-BCL2, donc ça c'est une des protéines qui est en faveur de la survie cellulaire, et vous voyez que de façon normale, on peut exprimer BCL2, mais c'est les surexpressions et surtout le nombre de cellules qui vont exprimer ce BCL2 qui pose problème. Les gènes réparateurs de l'ADN, Xeroderma pigmentosum, le gène HPNCC, qui sont les polypes du côlon héréditaire. Donc vous voyez qu'on peut avoir un cumul de plusieurs choses dans les mêmes maladies. Et donc là encore, il faut deux événements avec des gènes suppresseurs, mais n'affectent pas la prolifération cellulaire. Et là encore, les pathologistes sont pas tensés, mais on fait beaucoup de recherches translationnelles pour aller rechercher si on peut aller voir la sécrétion et l'expression de certaines protéines au niveau des tumeurs pour voir si ça peut être pronostic. Courage, on a bientôt fini. Télomérase, les télomères, c'est des séquences répétées des régions terminales des chromosomes qui protègent le chromosome et qui diminuent à chaque division. Et puis on a les télomérases qui sont des protéines impliquées dans l'élongation des télomères, impliquées dans l'embryogénèse, réprimées chez l'adulte, sauf dans les cellules germinales et les cellules souches. Et bien évidemment, puisqu'elles tricotent de l'ADN en permanence, eh bien, elles vont jouer un rôle et sont réactivées dans certaines tumeurs. Donc vous l'avez vu, la régulation de l'expression des gènes, c'est la régulation depuis la structure particulière de la chromatine jusqu'à la régulation post-transcriptionnelle, traductionnelle, pardon, au niveau chromatinien, transcriptionnel, post-transcriptionnel, traductionnel et post-traductionnel. Donc la maladie de l'ADN, c'est une maladie générale complète. Donc l'intérêt de la clinique en biologie moléculaire des cancers, vous l'avez vu, très rapidement, je vous dis que après, c'est des exemples. Tests génétiques pour prédire des risques cancéreux dans les familles à risque, détection précoce des cancers, diagnostic, je vous l'ai dit, redit, et stratification thérapeutique avec des marqueurs théranostiques. Les outils qu'on va utiliser en biologie moléculaire, c'est aider les biologistes molécularistes pour aller, avec nos prélèvements, chercher des modifications et nous développer des méthodes par hybridation in situ, par éventuellement des NGS rapides qu'on pourrait presque faire en anapath, mais ça, ce n'est pas le sujet. Et c'est, nous, pas forcément une volonté. En tout cas, il y a un appariement et une discussion obligatoire et importante. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la tumeur, ce n'est pas que du génome, c'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas que des choses. Il y a l'angiogénèse tumorale qui est extrêmement importante, qui joue un rôle dans la migration, la prolifération et la différenciation des cellules. Et nous avons un rôle aussi à déterminer si l'angiogénèse est tumorale, si elle est importante. On va aller regarder s'il y a eu des stimuli, s'il y a eu des modifications avec la migration des cellules endothéliales, la prolifération de ces cellules endothéliales et la différenciation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire développer aussi des outils pour aller regarder ces vaisseaux au niveau de ces proliférations tumorales et regarder où est-ce qu'elles sont localisées. Et vous savez très bien que derrière, il y a une thérapeutique anti-angiogénique qui pointe le nez. Et puis, je vais finir avec les réactions immunitaires et inflammatoires, avec la stroma réaction.
autour des cellules tumorales. Les cellules tumorales, elles ne flottent pas comme ça. Elles sont avec plein de cellules, vous avez vu le stroma, mais il y a aussi plein de cellules inflammatoires autour. Et vous savez qu'il y a l'immunovigilance qui est extrêmement importante. Et cette immunovigilance, vous savez très bien que les patients immunosupprimés sont à risque de faire plus de cancer que les autres. Donc on a des cellules immunocompétentes et des cellules inflammatoires. Quand on regarde une prolifération tumorale, quand on va regarder de plus près, il y a plein de lymphocytes qui sont marqués avec l'anticorps anti-CD3, que le micro-environnement tumoral, c'est une balance entre ces cellules pro- et antitumorales. C'est vraiment pour avoir une culture générale sur le fait que ça existe, mais vous allez entendre parler beaucoup en ce moment de l'élimination avec l'immunosurveillance, puis la phase où il y a un équilibre de discussion entre le système immunitaire et les cellules tumorales, et à un moment donné l'échappement qui fait qu'en ce moment vous avez entendu parler, parce que vous avez forcément au moins regardé une fois depuis que vous avez passé PACES la télé. Rarement, vous travaillez tellement, mais vous avez entendu parler du fait que il y a des immunothérapies avec les anticorps anti-PD1, PDL1 qui font des résultats incroyables et qui targetent justement ces cellules du micro-environnement. Et c'est vraiment les thérapeutiques de demain, c'est celles qui coûtent vraiment très cher. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On développe des outils, immunofluorescence, pour aller marquer différentes cellules. Et puis on peut aller marquer dans une prolifération tumorale, où est-ce qu'elles sont les cellules, si elles sont double marquées, triple marquées, compter les cellules et tout ça. Et ça, c'est le développement de demain pour permettre des thérapeutiques un peu plus innovantes et un peu plus ciblées. Alors, l'examen. L'examen, c'est un TP, c'est des QCM de 30 lames. Je recommence. Je suis pour l'année prochaine. Donc, vous avez 30 QCM. Il n'y a pas de surprise. Vous lisez le cours, s'il vous plaît, pas la veille. Et, non, mais je dis ça, c'est parce que c'est jamais arrivé, mais ça pourrait. Et il n'y a pas de surprise. C'est tous les profs qui ont fait les QCM sur leur cours. Donc, si vous n'êtes pas content, il faudra aller voir le QCM de chaque cours pour aller voir le prof de chaque cours. Non, mais en vrai, c'est quand même surveillé. Il n'y a aucun problème. L'année dernière, ils ont été super bons. Genre, il y en a moins de 5 qui ne l'ont pas eu. Alors, cette année, vous avez une target, c'est 100%. Donc, voilà. Normalement, vous avez une Ronéo qui avait été corrigée l'année dernière par il y a 2 ans, par vos collègues. Est-ce que vous l'avez eu? D'accord. Donc, je vais essayer de vous la faire passer parce que celle-là, les cours ont changé, évidemment, parce que les profs vous préparent des cours différents chaque année. Mais, grosso modo, vous avez quand même l'essentiel des cours qui sera au moins corrigé une fois. Donc, qui est votre responsable de votre niveau? Pas là? Bon, je ferai passer par l'administration votre cours. Préambule, mais bien Benoît, préambule pour l'année prochaine. Parce que nous pensons que c'est important que vous alliez en TP, nous avons émis le souhait en concertation avec vos représentants, qu'au niveau de l'histologie et de la NAPAT, vous soyez présents. Pour être conforme aux lois, aux textes et tout ça, l'année prochaine, vous aurez des QCM, et dès cette année, des QCM qui accompagnent à chaque fois, et ça sera noté, et comme ça, vous aurez une note à la fin qui fera présence-note, qui comptera entre 2 et 4 points. On n'a pas encore décidé, mais ça sera au moins 20% de votre note finale. L'examen, il sera sur l'âme virtuelle. Donc, encore une fois, on vous conseille vraiment d'aller au cours. On est vraiment là pour vous. Donc vous venez en laboratoire quand vous voulez. Régulièrement, il y en a qui demandent à venir et en fait qui trouvent ça super chouette de passer une journée, de regarder comment on gère les patients, les morceaux de patients. Bah oui, mais pour autant, c'est toujours très important et de voir ce rôle central. Donc vraiment, vous êtes les bienvenus. Soit vous allez à Cochin, soit à la HEGP, mais on ne vous fermera jamais la porte, et au contraire. Et quoi d'autre? Voilà, et donc les TP en histologie compteront aussi dans votre note de l'année prochaine, puisque vous savez que les TP de cette année
vous aurez un examen l'année prochaine, c'est-à-dire un tout complet avec des lames d'histologie et d'anapathe l'année prochaine. Donc on n'est pas des rats, donc on vous fera un petit rappel de ce que vous avez super bien appris cette année. Mais bon, voilà, si vous pouvez ne pas prendre trop de retard cette année, ça vous aidera l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, c'est un peu dur. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bon courage. Et puis, à l'année prochaine.